Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Eh bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque, à y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Et donc ce projet européen, il est tout cuit, tout rôti. Moi j'ai fait, ça, je crois d'ailleurs que j'ai mis ça sur mon site. Si je ne l'ai pas mis, je le mettrai, je vais le mettre. J'ai montré par exemple avec le cas de la Scandinavie pendant la guerre, parce que tout est prêt, hein. Après c'est une question évidemment de facilité de mise en œuvre du projet ou d'impossibilité. Et c'est là aussi un élément de réflexion historique intéressant. Quand on vous dit, vous savez que ces temps-ci, il est très à la mode de hurler contre le conspirationnisme. Les milieux dirigeants, je dirais, conspirent par essence. C'est-à-dire qu'il faut quand même comploter pas mal pour maintenir un système qui, en toute rationalité, ne devrait pas être maintenu. Comment est-ce qu'on peut maintenir un système dans lequel il y a une partie de la population qui gagne en une heure plus que 10 millions en une vie? Enfin, vous voyez, c'est aberrant. Bon, donc ces gens, ils discutent toujours de la manière dont ils vont maintenir le système. Hein? Ce qui est intéressant, c'est la manière dont leur projet peut se mettre en place ou ne peut pas se mettre en place. Et ce qui fait que le projet, ou le complot, ou la conjuration, que la conspiration l'emporte ou ne l'emporte pas. Bref, ce qui fait qu'une stratégie fonctionne. Or, une stratégie d'impérialisme dominant, c'est une stratégie de contrôle mondial, de tout, en tout domaine, y compris politique. Quand Marshall dit, je ne sais plus si c'est Marshall ou Exxon, c'est en 1949, donc il peut y avoir une transition. C'est dans les Foreign Relations of the United States, c'est-à-dire dans les archives publiées américaines. Quand par exemple un secrétaire d'État, Marshall ou Exxon, dit en 1949, il faut que nous ayons à travers l'Europe une série de Van Zélande. Ce qui, si on veut traduire ça en français, veut dire une série d'hommes politiques à statut un peu financier. D'ailleurs, c'est le cas de Van Zélande, qui a été, si je puis dire, haut employé de banque, de gens qui nous sont entièrement dévoués et qui nous permettront d'œuvrer, en l'occurrence en Belgique, exactement comme nous voulons. Il faut que nous en ayons partout. Et bien naturellement, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui s'est fait, qui s'est préparé, qui a besoin de structures particulières. Comment vous faites pour avoir des Van Zélande, par exemple? Eh bien, vous faites des bourses universitaires, vous faites venir des jeunes gens très bien de tous les pays du monde pour aller faire leurs études aux États-Unis. Et puis, quand ils ont fait leurs études aux États-Unis, ils rentrent à la maison, où ils occupent des fonctions éminentes, où ils deviennent, par exemple, French Young Leaders. Là, on en a pas mal. Hein. Dans l'actuel gouvernement, il faut dire que nous battons un record. Même Jospin a suivi ce cursus. Oui, Jospin, Dame Najat Vallaud-Belkacem, ma foi, Hollande lui-même, le Jean Valls, si je ne m'abuse, Fleur Pellerin, Montebourg peut-être, enfin bon, vous avez la liste quelque part, vous voyez. Mais tout ceci pour vous dire que, voilà, je ne comprends pas, même si on nous avait, si on honorait les méthodes critiques qui ont fait la valeur de l'université française, enfin, comment pourrait-on trouver extraordinaire
ou choquant que, ma foi, un projet se réalise. Un projet, ça suppose des moyens. L'impérialisme américain dispose de moyens inouïs, alors que le vainqueur de la guerre dispose de moyens ridicules. Tellement ridicules d'ailleurs que en 1944, comme je l'ai rappelé récemment, un des principaux hommes des trusts américains, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, Avril Harriman, qui va connaître une carrière européenne extraordinaire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, être ambassadeur extraordinaire du plan Marshall, puis ambassadeur à Paris, et qui est en poste à Moscou en 1943 et 1944, envoie froidement au département, à ses amis et tuteurs théoriques du département d'État, un rapport dans lequel il dit ne nous tracassons pas, l'Union soviétique est dans un tel état que nous éviterons qu'elle ne se ménage une zone d'influence, il suffira de lui promettre $1 milliard, ma foi, et tout ira bien. Il faut dire là encore que l'Union soviétique a été très compréhensive, mais sur le champ tout de même elle n'a pas accepté de se faire priver de cette fameuse sphère d'influence qu'elle a finalement instituée et qu'elle a rendue, comme prévu en 1952 par Armand Bérard, et qu'elle a rendue à partir de 1989. Tout ceci pour dire que l'Europe se prépare, l'Europe qui se prépare entre 1941 ou 1942 et 1945, est l'Europe qui s'est faite. Et elle est l'Europe qui s'est faite à la fois sous l'égide des États-Unis et sous l'égide de l'Allemagne. Et un des éléments peut-être dont on pourrait discuter, c'est la manière dont les choses se sont faites, parce que on a été quand même très longtemps trompé par le fait, enfin par ce qui domine encore dans l'histoire des relations internationales, c'est-à-dire cette conception quasi purement idéologique de l'histoire. On s'est dressé contre l'Union soviétique bolchevique, c'est l'empire de la liberté contre l'empire de la contrainte, dans un débat que je viens de lire là, parce que le site Les Crises a publié mon petit article sur le rôle de l'URSS, et alors il y a quelqu'un qui, à bout d'arguments dans les questions, dit mais est-ce que finalement qui en Union soviétique voudrait voir rétablir le système soviétique? Vous voyez, cette manière de toujours raisonner en termes idéologiques, politiques, etc. Donc à l'heure actuelle, oui, en plus, il y en a plein qui... Absolument. De citoyens soviétiques, enfin russes, on va dire. Oui, c'est d'ailleurs... pas très au courant de voilà, c'est d'ailleurs manifestement ce qu'un autre blogueur lui a répondu, que c'était assez farce, parce que précisément... non d'ailleurs, non, il ne le lui a pas répondu. Moi, j'ai été en contact avec lui, il m'a dit qu'il le ferait, mais j'ai vu qu'il ne l'avait pas fait, et qu'il avait dit que c'était pas le problème, que ça n'est pas de ça qu'on discutait en histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que on a pu penser longtemps, on continue à penser, puisqu'on nous le dit à la télé, à la radio, et malheureusement à l'université aussi, on nous explique finalement que les choses ont été très idéologiques. Or, les choses n'ont pas du tout été idéologiques, puisque on nous a expliqué qu'après 1945, les États-Unis avaient dû, en contestant les prétentions de l'Union soviétique, pratiquer ce qu'on appelait l'endiguement, hein, le fameux containment. En réalité, il n'y a jamais eu d'endiguement. Il y a toujours eu la stratégie du refoulement, c'est-à-dire de ce qu'on a appelé, ce qui officiellement a régné à partir de
l'ère Eisenhower, à partir du début des années 1950, c'est-à-dire le rollback, hein, cette idée qu'il fallait vraiment vaincre cette abominable Union soviétique, cette prison des peuples, etc., etc. Mais quand vous regardez l'histoire de l'économie, l'histoire des prétentions de l'impérialisme américain, vous vous rendez compte que, au fond, ce qui est en cause, c'est tout simplement la capacité, même avec les difficultés actuelles qui s'accumulent, la capacité de l'impérialisme américain à réaliser ce qui n'était pas réalisable en 1945, c'est-à-dire cette fameuse sphère d'influence sans limite qu'il a été possible de bâtir, évidemment, avec divers moyens. Un des moyens étant naturellement la sphère d'influence qui était prenable, qui était disponible en 1945, c'est-à-dire cette sphère européenne, cette sphère, ce que très aimablement les pays, les États-Unis appelaient à partir de 1948 les pays Marshall, ils appellent ça comme ça dans les archives, hein, Marshall Countries, les pays Marshall, autrement dit, les pays d'Europe occidentale et le programme que les États-Unis développaient pour eux. Pourquoi est-ce que l'Allemagne y joue un rôle si déterminant? Pour les mêmes raisons qu'avant la guerre de 1914, qu'après la guerre de 1914, sachant que, je l'ai dit, le programme n'est pas très différent et l'alliance est à peu près la même de 1918 et de 1945. C'est-à-dire une alliance très exigeante, l'Allemagne étant vaincue, car les États-Unis, à beaucoup d'égards, ne lui ont pas fait de cadeau. Hein. À beaucoup d'égards, ils lui en ont fait, mais à beaucoup d'égards, non. Et comment évidemment, pour s'installer en Europe mieux qu'ils ne s'étaient installés au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec plus de capacité, ils ont eu besoin à nouveau de l'Allemagne, à laquelle il a bien fallu consentir évidemment un certain nombre de concessions. Et dans le cadre de l'impérialisme, c'est-à-dire dans le cadre du partage-repartage du monde qui fait qu'on peut s'adorer, se faire des tas de plaisirs, mais se trouver en concurrence, en conflit aigu sur l'attribution de pans entiers, de l'économie, de pays entiers, etc. Ce qui est, nous le savons, le cas depuis que, enfin visiblement en tout cas, depuis que l'Europe est entrée dans les dernières décennies, elle aussi dans la guerre, dans les guerres qui se multiplient de manière systématique à la périphérie. Et c'est dans ce cadre que s'est développée cette Union européenne d'après 1945, à laquelle les pays les plus faibles, dont la France, ont résisté, peu résisté ou mal résisté, et la France a particulièrement mal résisté, enfin les autres aussi, hein, on dirait les petits aussi. La France a d'autant plus mal résisté que elle ne s'était, depuis 1924, jamais montrée capable de résister à la moindre offensive, soit de l'impérialisme allemand, soit de l'impérialisme américain, et que, à partir de 1945 et surtout de 1950, elle est entrée, il faut bien dire, en traînant les pieds souvent, mais elle est entrée dans un processus sur lequel ces milieux dirigeants, en tout cas ces hauts fonctionnaires, avaient une lucidité tout à fait remarquable. Si vous lisez aux origines du carcan européen, vous serez frappé, dès 1950, je laisse tomber la période entre 1945 et 1950, parce qu'elle est également très riche, mais vous serez frappé par la lucidité absolument extraordinaire des hauts fonctionnaires qui, comme dit l'un d'entre eux, voilà, c'est catastrophique, mais nous ne pouvons pas reculer, nous ne pouvons pas aller en arrière, nous avons brûlé tous nos vaisseaux,
nous allons à l'abîme, mais c'est pas grave, nous y allons gaiement. J'exagère à peine. Puisque en février 1950, vous m'entendez bien, c'est même avant le discours de Schuman. Vous savez, le discours de notre père chéri de l'Europe, un de nos fascistes français les plus éminents depuis l'entre-deux-guerres, malheureusement mal connu. Mais par bonheur, il se trouve qu'un jour, quelqu'un qui avait d'une promotion de l'ENA dont on allait donner, enfin, qui allait porter le nom de Schuman, est venu me consulter, c'est pas souvent, hein, est venu me consulter et me demander des informations sur Schuman, et je lui en ai fourni de telle sorte qu'il a convaincu sa promotion qu'il fallait donner un autre nom à la promotion. Ainsi, il n'y a pas eu encore de promotion de Schuman. Mais comme on ne vient pas me voir tous les ans, je crains que ça n'arrive un jour. Pour expliquer en quoi il est fasciste. Alors, oui, je pense bien. Robert Schuman est un personnage, il m'est arrivé en Lorraine d'expliquer ce qu'était le Saint-Père de l'Europe. Si vous voulez, Schuman, c'est le personnage de Schuman, c'est une escroquerie aussi extraordinaire que l'escroquerie Stresemann ou l'escroquerie Adenauer. Vous voyez, les saints-pères de l'Europe ou les grands-pères de l'Europe, parce que Stresemann étant mort en 1929, bon... mais il fait partie quand même de ce que j'appellerais la mythologie de l'Union européenne. Voilà, Schuman est un homme de la dynastie Wendel. Je dois dire d'ailleurs, comme toute la droite lorraine, hein, puisque les hommes politiques les plus prestigieux ont vu leur carrière de droite, ont vu leur carrière politique exclusivement faite par la dynastie. C'est le cas de Raymond Poincaré, et c'est le cas de Robert Schuman, qui est à la tête, si je puis dire, en tout cas à la tête théorique, de l'Action catholique de Moselle. Or, l'Action catholique de Moselle si vous voulez, s'apparente comme l'Action catholique que j'ai présentée dans le Vatican, l'Europe et le Reich, qui est une espèce de fer de lance de la stratégie extérieure du Vatican. C'est une association antisémite, antimaçonnique, qui est apparentée aux ligues. Je dirais que tous ses membres sont à peu près tous ses membres sont membres des ligues fascistes qui se constituent en France à partir de 1924. D'ailleurs, Schuman est membre de deux d'entre elles, notamment la Ligue, le DRAC, les anciens combattants, une ligue particulièrement cléricale. Donc c'est une association très cléricale, une association dont le discours, je l'ai cité dans le choix de la défaite, ne fait aucune différence avec celui de toutes les ligues qui se regroupent en 1935-1936 dans la cagoule. C'est un Vatican, c'est-à-dire que c'est un clérical institutionnel qui va prendre sa consigne fort souvent au Vatican, qui compte parmi ce qu'on appelle les révisionnistes dans l'entre-deux-guerres. Il est pro-croate, il est pro-revendication hongroise, c'est-à-dire qu'il conteste Versailles pendant à peu près tout l'entre-deux-guerres. On dirait qu'on s'arrange évidemment avec la famille Wendel, parce qu'il y a des domaines dans lesquels la révision n'est pas immédiate, mais en tout cas, elle est licite pour toute une série d'éléments. Il est en contact en particulier avec les éléments allemands, je dirais comme toute la droite cléricale, et il suit l'évolution de la famille Wendel, qui n'a pas ce comportement sain qu'on lui prête, enfin comme mes collègues lui prêtent, parce que les Wendel sont présentés pendant la Deuxième Guerre mondiale comme de remarquables patriotes, aucune source originale ne permettant d'établir la chose, mais elle fait tout de même partie du paysage universitaire actuel. Et il s'en retourne en Moselle occupée, ce que personne ne lui demande,
c'est-à-dire que dans la Moselle de fait annexée par l'Allemagne en violation de l'armistice du 22 juin 1940, il s'en retourne en Moselle occupée, il y fait des choses... C'est l'origine de sa famille. C'est l'origine de sa famille, mais c'est un homme politique français dont on ne s'attend pas tout de même à ce qu'il rentre en Moselle occupée, qui est en territoire, il n'y est plus en Moselle, qui est en territoire occupé, et dans lequel mes collègues qui lui ont fait des biographies très complaisantes font observer que c'est quand même ennuyeux, on n'arrive pas à savoir ce qu'il a fait parce qu'il a brûlé toutes ses archives. Il n'a en Moselle occupée pas du tout d'ennui, et il a une histoire de guerre avant 1942 et même après, telle que il est soumis comme secrétaire d'État de Pétain à l'instruction des ministres de Vichy, l'instruction pour les procès de haute cour des ministres de Vichy, et que, comme Jean Prouvost, il y échappe, sachant qu'il a voté bien sûr les pleins pouvoirs, ce qui est courant, je vous le concède, qu'il a été donc secrétaire d'État de Pétain, et que le trouble règne sur ce qu'il a fait au moins entre 1940 et 1942. Mais pour des raisons que j'éclairerai peut-être un de ces jours, peut-être jamais, il échappe, comme Jean Prouvost, dont le passif est également très lourd, il échappe à toute poursuite. Il est encore en septembre 1945 exclu des droits civiques, et de droit à la représentation, puisqu'il a voté les pleins pouvoirs et qu'il a été secrétaire de Vichy, en septembre 1945, parce qu'il ne peut pas se présenter en Moselle aux élections, puisqu'il n'a plus ses droits civiques, mais par un miracle dont je trouverai peut-être la clé un de ces jours, il est nommé en juin 1946 ministre des Finances. Ça, la proximité avec le Vatican, ça aide pour le miracle. Il a joué. Il y a le Vatican, il y a le fait que c'est un homme des vins d'Aile et je dirais de la sidérurgie lorraine en général, et que, bien entendu, il a bénéficié. Alors ça, je dirais que ce sont des choses d'ailleurs que vraisemblablement je vais creuser, j'en ai déjà beaucoup, mais je rédige un livre, je vous ai dit tout à l'heure, sur le passage du Blitzkrieg de nos élites du Blitzkrieg à la Pax Americana, et je vais faire ensuite un ouvrage sur l'épuration. On ne peut même pas imaginer ce qu'a été le scandale de la non-épuration. C'est inimaginable, il faut voir les sources. On le sait, globalement, ces gens sont passés au travers de tout, et plus c'était gros, plus ils sont passés au travers, mais si vous voulez, ça prend des aspects tellement spectaculaires que c'en est invraisemblable, c'est-à-dire que vous avez des gens dont il suffit qu'ils lèvent le petit doigt pour dire « Ah ben non », qui s'appelle le copain du ministère de la Justice, par exemple, le chef de cabinet de François de Menthon, qui est un ancien des services de Passy de Wavrin, qui est un ancien cagoulard, et qui... sur la moindre intervention de Guillain de Bénouville, fait échapper à l'épuration des gens qui ont un passif effroyable, mais je veux dire dans le jour qui suit. Bon, alors qui est intervenu en faveur de Schuman? Je n'en sais rien, mais Schuman fait partie des pires cléricaux et, si vous voulez, du fascisme ligueur, le plus spectaculaire dans la catégorie ultra-cléricale. Enfin, c'est vrai c'est une catégorie très représentée dans les ligues françaises. Un des pires, quand vous lisez, il se trouve que j'ai vu dans les archives F7 tout un lot
de réunion, de compte-rendu de réunion de l'action catholique mosellane entre 1938 et 1940, vous ne faites aucune différence entre le discours de l'action catholique mosellane et les pires ligues fascistes. Simplement, si vous voulez, c'est la ligue fasciste classique issue de l'action française et par conséquent droitière d'origine. C'est étonnant, Oui. La fiche Wikipédia, il n'y a rien. Ah mais non, mais non. On est à la fin de la Première Guerre mondiale et 40, il n'y a rien. Oui, d'ailleurs, quand il n'y a rien, il faut toujours vous alerter. Ouais, il y a quelques trucs, mais Donc, voilà, ça n'est jamais normal qu'il n'y ait rien. Vous savez, c'est comme dans le métron, ce silence 39, 45 ou 44 ou 45 sur un certain nombre de confédérés qui sont passés par la case Belin. Mais on ne sait pas. Il y a une histoire de mouvement ouvrier avec des trous. Voilà, les trous peuvent toujours être comblés de manière plus ou moins difficile. C'est vrai qu'on dispose sur Schumann de beaucoup de choses, mais qu'il y a des trous. Le problème, c'est tout le problème, si vous voulez, du fascisme français, c'est qu'il règne sur le fascisme français, l'essentiel du fascisme français, c'est-à-dire sa version de droite, un tel tabou qui a été tellement respecté du fait de la dictature de Sciences Po, et ça je dirais depuis les années 1950, parce que c'est Sciences Po qui s'est assise sur la question, c'est l'école des sciences politiques qui s'est assise, l'institut pardon, qui s'est assis sur la question du fascisme français. C'est lui qui a eu le monopole, et qui l'a imposé ensuite, je dirais, à l'historiographie enfin à l'histoire française, à l'historiographie classique, aux facs d'histoire française, parce que les historiens non Sciences Po ne s'y sont pas intéressés ou ont accepté la tutelle de Sciences Po sur la question. Mais vous avez un tel tabou sur le fascisme français qui a représenté à un moment quasiment toute la droite française, parce qu'entre 38 et 40, comme l'a très bien montré Robert Soucy, il n'y a aucun distinguo, il n'y a plus de distinguo entre la droite classique et la droite fasciste. Et il faut le savoir. Il faut savoir, par exemple, que les fascistes de droite, d'origine de droite, les plus spectaculaires de l'occupation ont été des hommes politiques de la droite classique. Par exemple, Henriot est un des grands orateurs catholiques qui a baladé la Fédération républicaine des Vindel, puisque c'est Vindel qui tient la Fédération républicaine, pendant tout l'entre-deux-guerres. C'est vrai de tous les leaders fascistes issus de la droite. Xavier Vallat est un des grands orateurs catholiques. C'est-à-dire que vous n'avez plus, comme l'a très bien montré Soucy, dès les années 1930 et avant guerre non plus, vous n'avez, en tout cas en 38-40, vous ne faites plus de différence. Et d'ailleurs, quand Paxton était un historien, je dirais, encore critique, vous voyez, c'était le cas encore en 1990 ou 91, parce que je me rappelle un colloque où il a dit à Raymond, qui nous bassinait avec ses trois droites, vous savez, qui sont tout là, parce qu'il paraît qu'on a trois droites en France, la République, on a la républicaine, voilà, et autrefois on avait l'orléaniste, la légitimiste et la napoléonienne, la bonapartiste, et Paxton lui avait dit oui, mais en juin 1940 il n'y en avait plus qu'une. Bon, c'est ce phénomène qui est très caractéristique de Schuman. Alors il reste en plus avec Schuman à établir ce qui a été considéré comme une violation du droit, là encore la violation d'un affreux tabou, ce qu'a expliqué le Parti communiste quand il a combattu Schuman, et il a eu l'occasion de le combattre beaucoup, en particulier entre 1948 et 1952, qu'il a fait observer qu'il avait eu une jeunesse allemande. Les tas de gens ont eu une jeunesse allemande, mais les uns et les autres s'en sont remis d'une manière différente ou l'ont affronté d'une manière différente.
Et il faudrait connaître évidemment le détail des liens qui ont été conservés par Schuman avec l'Allemagne, mais il est clair que ces liens ont été très, très profonds et que Schuman est une espèce de symbole, je dirais le symbole même de ce qui est le lien entre l'impérialisme français et d'une part l'impérialisme américain et l'impérialisme allemand. Car il a été aussi soumis à l'impérialisme américain qu'il l'a été à l'allemand, au point, comme je l'explique dans l'ouvrage, et comme je l'ai expliqué plus avant dans des ouvrages antérieurs et dans des articles antérieurs, que pendant de l'été de juillet 1948 à décembre 1952, date à laquelle il a dû quand même, le Parlement a montré un petit regain très fugace de fierté en le fichant à la porte, très fugace, donc il est parti de sa fonction de ministre des Affaires étrangères dans un silence glacé, et de juillet 1948 à décembre 1952, il n'a été maintenu au gouvernement que sur la pression expresse renouvelée à chaque crise ministérielle de Washington. Vous savez peut-être d'ailleurs qu'il fait partie, tout en ayant été d'un esprit de soumission à l'égard des Allemands tout à fait remarquable, il fait partie des hommes politiques qui, en France, ont été soumis à la CIA. Enfin, maintenant, on le sait, c'est clair, comme Monet, comme Spaak, Jospin. Ah ben ça, c'est pour la période très contemporaine. Là, je n'ai pas les sources. Vous savez, je crois d'ailleurs qu'il faut y réfléchir. C'est indicible aujourd'hui. Mais on a assisté depuis la Deuxième Guerre mondiale, même avant, mais de manière spectaculaire depuis la Deuxième Guerre mondiale, et encore plus depuis 1945, à un contrôle des élites françaises par l'impérialisme américain qui est supérieur, très supérieur, et il était déjà considérable, à ce qu'était le contrôle des élites françaises par l'impérialisme allemand. Il faut mesurer par exemple ce qu'a représenté en matière de pourrissement quelqu'un comme Abetz, l'envoyé de Ribbentrop, en permanence à Paris de 1933 à 1940, qui a fait une véritable OPA, enfin sur des milieux qui ne demandaient qu'à être conquis, il faut bien le dire. Mais vous savez, il y a un ouvrage, quelqu'un va me retrouver le titre, il y a un très très bon ouvrage qui a été publié sur la CIA, un ancien de la CIA, qui était responsable de la CIA en Amérique latine, et dont le bouquin, le nom m'échappe. Philippe Agui. C'est ça. Philippe Agui a un index, à la fin de son bouquin sur la CIA, un index qui porte donc sur l'Amérique latine, et qui vous donne le nom de toute une série de représentants de l'élite des pays d'Amérique latine. Vous avez toutes les catégories de l'élite. Des leaders étudiants, enfin je vais commencer par les plus modestes, des leaders étudiants, des leaders syndicaux, je vais aller vers les plus grands, les plus importants, les banquiers, des contrôlaient tout dans l'élite du sol au plafond. Mais c'est exactement ce qui s'est produit. Et vous avez une... Je n'ai pas vérifié ces derniers temps, mais j'ai vérifié il n'y a pas très longtemps, si Deborah Kizatsky avait fait un ouvrage récent sur les élites, parce qu'elle travaille beaucoup sur les élites européennes. Elle montre à quel point les États-Unis se sont investis dans la création de ce qu'elle appelle des élites américanisées. Comment ça a été un objectif? C'est ce que je vous disais quand j'évoquais la remarque de 1949, il faut que nous ayons des Van-Zélande partout. Comment Deborah Kizatsky, dans un ouvrage sur le contrôle américain sur l'Europe,
comment elle montre que dans un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne, les États-Unis contrôlent, mais dans des conditions qu'on voit par bribes aujourd'hui, quand on apprend que les services contrôlent tout, que les services contrôlent un tel. Voilà, vous avez eu récemment, personne n'en a parlé, enfin on voit ça que dans l'appareil critique qu'on lit tous les uns, ou qu'on parcourt les uns et les autres. Récemment, un très grand journaliste allemand a expliqué comment il a menti pendant je ne sais combien d'années, parce qu'il était employé de la CIA. Personne n'en a... Je veux dire, moi je l'ai vu, voilà, parce que des gens qui sont à l'affût des informations alternatives me l'ont montré, mais rien n'a été publié, si vous voulez, le journaliste en question, c'était l'équivalent d'un journaliste du Monde. Je ne sais pas s'il n'était pas à la Frankfurter Allgemeine Zeitung ou quelque chose dans ce genre-là. Personne n'en a entendu parler. On est dans cette situation-là en France, depuis 1945. Quand vous regardez le livre d'Owen Wall sur les relations franco-américaines 1945-1954, vous vous rendez compte que de 0 heure à 24 heures, les partis non communistes passaient leur temps à l'ambassade des États-Unis, entre 1945 et 1954. Il y a peu de chances pour que ça ait changé ensuite, et ce qui se passe en ce moment fait plus que suggérer que, je veux dire, c'est devenu... cette histoire des élites européennes de Washington est devenue quelque chose de courant, de banal. Ça ne choque plus personne, même voilà. quand ils ont annoncé qu'ils espionnaient tous les chefs d'État, voilà. C'est tout juste, il y a eu une petite émotion. Voilà, et quand vous... Le peu qui a été publié, le peu fait pas mal, mais sur le rôle de Schuman, sur le rôle des plus européens. Lisez par exemple les mémoires, pourtant celui-là c'est pas un subversif, de René Massigli, qui explique comment toutes les associations européennes étaient financées par la CIA, sans aucune exception. Même les syndicats. Ah bah bien sûr, je dirais même sur... Voilà, je dirais même surtout les syndicats. Et alors, je reviens à ce que je disais au début, on peut peut-être, pour laisser les gens s'exprimer, de toute façon, j'ai je suis gentiment invité ici, donc des présentations, j'en ferai encore. Il est clair que on est avec ce personnel américain dans quelque chose qui évidemment n'est pas propre à la période actuelle, mais qui vraiment dure depuis 1945. Quand vous voyez par exemple quelqu'un comme Spaak, quelqu'un comme Monet, bon ça va de soi, oui je parlais de Massigli. Massigli, qui est un gaulliste très tardif, qui a été un apaiseur, c'est un des liquidateurs de la Tchécoslovaquie de la manière la plus révoltante qui soit pour quelqu'un qui a de la sympathie pour la Tchécoslovaquie. Il se trouve qu'officiellement, c'est un gaulliste, puisqu'il devient gaulliste en 1943, ce qui est assez fréquent. Et quand vous lisez ses mémoires, je ne me rappelle plus le nom des mémoires, mais enfin vous cherchez mémoires de Massigli, vous trouverez. Vous vous apercevez que Massigli dit très clairement que tous les Européens sont financés par la CIA, en particulier l'Association pour l'Europe unie, etc. Et ça a cru et embelli depuis 1945 ou 1948 ou 1950. On est donc, si vous voulez, dans une conjoncture qui montre un contrôle de l'impérialisme dominant très très supérieur à ce qu'était le contrôle de l'impérialisme dominant avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a même plus rien de commun. Ça mesure évidemment, je dirais, pays impérialiste, pour chaque pays impérialiste individuel, ça mesure à quel point l'impérialisme européen est devenu secondaire
ou est en position serve par rapport à l'impérialisme dominant. Voilà ce que ça mesure. Et en tout cas, ça ne fait aucun doute, Schuman est un personnage aussi peu sympathique que l'est de fait quelqu'un comme Stresemann. Il est certain d'ailleurs que Bidault, Georges Bidault, qui vous le savez était ministre des Affaires étrangères de Gaulle, qui est un homme de droite, qui a toujours été un homme de droite, mais qui avait des rapports avec les Américains très difficiles et avec les Allemands très difficiles. Bon, qui a fini comme tout le monde, qui a soutenu l'Algérie française, qui a fini très à droite, qui a fini très otanien d'ailleurs, hein, puisque même de manière spectaculaire, mais en 1948 n'était pas à ce point-là, et est parti en juillet 1948 parce qu'il ne voulait pas cautionner les accords tripartites qui conduisaient à la ruine définitive de toute prétention à une politique autonome, je ne dis même pas indépendante, à une politique allemande de la France, et qui vient prendre la succession, naturellement, Schuman. Bon, alors, tout ceci pour conclure que on est, avec cette histoire de l'Union européenne, évidemment très loin du paysage idyllique qui a été dressé en 1950, puisqu'on a expliqué à la population française, qui est au fond une thèse maintenue jusqu'à ce jour, qu'il y avait là un projet pacifique, populaire, qui a dit avec beaucoup de conviction la SFIO de l'époque, et en particulier son dirigeant ancien socialiste plutôt à gauche, enfin qui a cessé de l'être au cours de la Deuxième Guerre mondiale quand il est passé à sa phase américaine, André Philippe. André Philippe qui était, ma foi, l'homme du comité des Forges pour faire toute une série d'articles en 1950 et années suivantes, expliquant que voilà, on en avait fini avec le comité des Forges qui, je le répète, le finançait, qu'il n'y aurait plus de guerre, que c'était un projet c'était un projet pacifique, libéral, etc. C'est l'idée qui est développée à la population en 1950. Mais vous observerez à la lecture des archives que la lucidité à la fois du grand capital et de ses représentants dans l'appareil d'État, en particulier les hauts fonctionnaires, la lucidité était totale. Le texte que je vous cherchais tout à l'heure, qui date de février 1950, dresse un portrait de la future Union européenne, c'est-à-dire celle que va lancer, c'est février 1950. Donc c'est avant le discours de Schuman sur la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est un tableau de l'Union européenne qui est le tableau de l'Union européenne d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée d'abord qu'il s'agit d'un projet d'abord américain, avec une base allemande éminente, que c'est un projet qui va ruiner littéralement l'économie française, parce que l'économie française n'est pas en mesure de l'affronter, et que les seuls qui l'affronteront, ce sont les groupes monopolistes qui seuls bénéficient du plan Marshall. À l'époque où il s'exprime, d'ailleurs, le plan Marshall est déjà pratiquement disparu. Il a en fait duré... il s'est étalé sur les années 1949-1950. Et il dit, seuls les groupes directement liés aux États-Unis profiteront de ces crédits, et le reste, évidemment, sera une ruine de l'économie française. Et quand vous marchez avant même, enfin quand vous vous promenez à travers les archives avant même la constitution stricto sensu du marché commun entre 1956 et 1958, vous êtes frappé par l'analyse de la baisse massive des salaires, c'est-à-dire du triomphe du dumping social, du fait qu'on va
massivement importer de la main-d'œuvre à bas prix, qu'elle va faire évidemment une concurrence sur la main-d'œuvre vernaculaire telle que les salaires s'effondreront. Tout y est en 1950, et comme rien ne s'est opposé à ce projet, c'est toujours l'histoire de la stratégie et de sa possibilité d'application, comme de 1950 à nos jours, il ne s'est pratiquement dressé aucune force décisive contre ce projet. Voilà le projet qui est en cours et qui, évidemment, aujourd'hui, est en train de sérieusement désespérer les peuples. Mais, et vous avez, évidemment, dans ce cadre, une union germano-américaine qui n'est pas exempte de tensions, qui est pleine de tensions. C'est-à-dire qui se voient sur le terrain d'ailleurs, qui se sont vus très clairement au moment des affrontements en Yougoslavie. Hein, tu prends en 90-91, tu tailles en pièces la Yougoslavie, disent les États-Unis à l'Allemagne, tu prends la Croatie, la Slovénie, et ben moi, quelques années après, en 95, je taille dans la Bosnie-Herzégovine. Et les affrontements sont terribles, vous le savez bien, par exemple, aujourd'hui sur l'Ukraine. Mais finalement, dans les mêmes conditions que celles qui sont décrites en 1930, c'est-à-dire que l'Ukraine est un objectif des impérialismes, de l'ensemble des impérialismes. Et évidemment, en premier lieu, des impérialismes les plus puissants. Ce qui se dit en 1930 sur les affrontements pour l'Ukraine, hein, qui à l'époque, évidemment, sont revendiqués presque exclusivement par l'Allemagne, mais que partagent les autres. Le texte que je vous cite de 1930 est très explicite à cet égard. Ils disent que veulent les Allemands, les Américains le veulent. Bon, il y en a qui s'en tailleraient bien des petits bouts, mais qui n'ont pas beaucoup de chance. On est dans le même cas de figure aujourd'hui. Et quand vous travaillez sur les archives, vous vous rendez bien compte que le thème de la dérive est un thème... D'une part que le thème de la dérive est un thème absurde, d'autre part qu'il ne peut pas y avoir je dirais, d'orientation européenne différente. Est-ce que vous avez jamais vu une association bancaire se transformer en association de charité? Non. Bon, enfin, je veux dire, une association bancaire peut bien avoir une activité annexe de charité et faire des chaussettes grises par les comtesses, mais bon, une association bancaire n'est pas une entreprise de bienfaisance, et par conséquent, cette Union européenne est une association bancaire. Il n'est que de voir les hommes du cartel de 1926, qui, à l'époque où officiellement Monnet faisait des discours en disant « ça n'est pas un cartel ». Bon. Et en petit comité disait « mais bien entendu, c'est un cartel ». Mais on ne va pas le dire, parce que ça ne plaît pas aux États-Unis, qui eux-mêmes d'ailleurs adhèrent au cartel. À cette époque même, où on expliquait qu'il n'y avait pas de cartel, les hommes de 26 disaient « oh, la merveille, nous revoilà en 1926 ». Donc voilà ce que c'est que l'histoire de l'Europe. Et alors ce qui est tout à fait remarquable, c'est évidemment que sur fond de crise, finalement de 1950 à nos jours, il y a eu encore globalement si peu de résistance. Hein, J'ai quand même une brève question, comme le temps avance, je vais laisser immédiatement la parole. Il y a un épisode, alors je sais que ça anticipe sur probablement ton livre suivant, qui va quand même être au moins un frein ou un embarras, c'est quand même l'épisode gaulliste en France. Alors, tu vas voir dans le prochain livre... Alors, ce sera sans doute un vaste débat que tu aborderas dans le prochain livre, mais quand même, ça a créé un petit peu de dialectique. Ah ben, De Gaulle les a... C'est clair. Bien emmerdés quand même. De Gaulle les a gênés, et je dois vous dire d'ailleurs que je m'interroge sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas réussi... même à le tuer ou à le faire tuer entre 1940 et 1944, parce que le degré de détestation de Gaulle, ça va être notamment le thème de mon prochain livre, parce qu'ils ont tout essayé pour ne pas avoir de Gaulle. Ils ont essayé Weygand, après...
Alors, ils ont essayé Giraud, ils ont essayé Darlan, ils ont essayé Darlan et Giraud, après ils ont pris Giraud, ils ont tout essayé. Avec leurs petits amis français, puisque désormais je dresserai le tableau de leurs petits amis synarques français, en particulier le Maigre du Breuil, qui a joué un rôle important, si on peut dire important, enfin qui a été l'interlocuteur principal de Murphy de 1941 à 1944. Et c'est vrai que tout ce qu'ils ont pu faire contre De Gaulle, il aura ils bien l'ont fait. rendu, hein. Oui, Après. c'est vrai, mais il faut quand même, on le voit très bien, enfin moi je l'avais abordé. Il les a pas ratés après quand même. Je l'avais abordé dans ma thèse, parce que comme je travaillais sur la reconstruction française, évidemment, j'avais eu De Gaulle dans la reconstruction française de 1944 à janvier 1946, et c'est très caractéristique. Il les a gênés sans les gêner, mais évidemment les gênant beaucoup parce qu'ils ne sont pas habitués à ce qu'on leur dise non. Mais quand par exemple De Gaulle, il y a quelque chose de très caractéristique. En 1945, De Gaulle fulmine sans arrêt contre 1944. Parce que, par exemple, jusqu'à la fin de la guerre, la France, libérée, utilise la quasi-totalité de son charbon pour la guerre. Hein, c'est-à-dire qu'elle livre le charbon aux États-Unis. Et alors, tous les matins, ou à peu près tous les matins, dans le cadre du comité économique interministériel, De Gaulle hurle en disant « on va refuser le charbon aux Américains ». Et l'après-midi, quand c'est pas à la fin de la matinée, les pro-américains, qui sont légion dans l'appareil d'État, et je pense en particulier à Hervé Alphand, qui finira d'ailleurs ambassadeur aux États-Unis et fort intéressé, si je ne m'abuse, aux affaires pétrolières, comme son prédécesseur Henri Bonnet, va voir De Gaulle et dit « mais c'est irréaliste, on peut pas ». Et De Gaulle cède. Donc oui, il les a gênés. Il les a gênés parce qu'en plus, il a parlé beaucoup. Mais il faut bien mesurer quand même que... Il gêne encore plus après. Quand De Gaulle revient aux affaires en Oui. 1958, qui est-ce qui fait venir aux finances? Un des principaux représentants des synarques, Rueff, qui est un des pires, à qui il confie les finances. Et pourquoi il lui confie les finances? Ben, manifestement parce que désormais, avec sa bonne constitution de 1958 et les modifications y afférentes, la synarchie, le groupe le plus étroit du capitalisme français, est en mesure d'imposer durablement ce qu'il veut, n'est plus gêné par les institutions, et il obtient De Gaulle la libre convertibilité des monnaies. Quand est-ce que le capital américain se déverse sur les pays d'Europe? Pas avant la libre convertibilité des monnaies. La libre convertibilité des monnaies, c'est la fin des années 50. C'est De Gaulle de retour au pouvoir. C'est-à-dire que De Gaulle les a naturellement beaucoup gênés, parce que ses propos politiques étaient gênants. Mais De Gaulle a été toujours un homme très isolé dans son camp. Ils l'ont fait venir, ou ils l'ont accepté dans des moments de crise. Et pourquoi est-ce qu'ils ont accepté De Gaulle en 1944? Je l'avais déjà montré dans Industriels et banquiers sous l'occupation, mais je le montrerai mieux ici, puisqu'il y a une deuxième partie sur toute la phase américaine, et ça fait quand même, évidemment, ça analyse le phénomène de 1940 à 1944. Ils l'acceptent parce que toute autre solution est impossible. C'est la seule solution de droite possible. Il n'y en a pas d'autre. Bon. Ça, c'est les communistes. Et elle est, je dirais, c'est toute la complexité de Gaulle. Évidemment, parce que De Gaulle, comment est-ce que De Gaulle s'est imposé? Ce qui se disait couramment autrefois et qui a cessé de se dire, c'est que De Gaulle les a équilibrés par son recours à l'URSS. À partir de 1942, pourquoi est-ce qu'il envoie Garot à Moscou, Roger Garot, qui est un des, je dirais, un de nos rarissimes hauts fonctionnaires, diplomates, patriotes, puisque Garot était en poste en Yougoslavie. Décidément, d'ailleurs, on a eu de grands ambassadeurs, de grands diplomates en Yougoslavie, puisque Raymond Brugère a été ambassadeur à Belgrade. Garot est envoyé par De Gaulle en 1942 pour que De Gaulle obtienne une reconnaissance officielle de l'Union soviétique,
ce qu'il obtient en 1942, et c'est cette reconnaissance officielle qui lui permet de s'imposer un peu mieux, un peu plus. Il a une double béquille, de Gaulle, avec finalement deux entités, ou les deux entités qui détestent le plus. D'une part, l'Union soviétique, contre laquelle il a quand même lutté une grande partie de sa vie, hein, notamment dans l'appareil de Weygand en Pologne en 1920, et d'autre part, le Parti communiste, c'est la résistance intérieure qui lui permet de s'imposer, rien d'autre. Rien d'autre que le soutien de l'Union soviétique et de la résistance intérieure, puisque Londres et Washington attendent le 23 octobre 1944 pour reconnaître ce qui devient le gouvernement, ce qui est le gouvernement provisoire de la République française. Donc De Gaulle, il a fait la même chose après 1958. Il s'est appuyé formellement sur l'Union soviétique, parce qu'elle lui était quand même utile, exactement comme il a maintenu en 1944, c'est-à-dire quand il a été aux affaires, sa position de quasi-partenaire des États-Unis, en passant la fameuse Belle et Bonne Alliance du 2 décembre 1944. Mais la Belle et Bonne Alliance du 2 décembre 1944, il l'a littéralement sabotée. Alors, c'est vrai, compte tenu des forces sur lesquelles il s'appuyait, il était exclu d'avoir les forces pour donner vie à cette alliance du 2 décembre 1944. Mais il faut bien voir que, aussi intéressant que soit le personnage de Gaulle, aussi original qu'il soit, parce que c'est le seul représentant, ou un des seuls représentants de la bourgeoisie, qui n'ait pas eu une attitude systématiquement capitularde. Voilà, on peut dire ça. Ni très européenne sur la sauce que nous connaissons actuellement. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas très européen. Certes, d'ailleurs, quand ils ont pu l'évincer, ils l'ont évincé, parce qu'ils l'ont évincé en 69, hein, si affaibli qu'il ait été sur le plan intérieur, voilà. Il était affaibli, d'ailleurs c'est très clair, il était affaibli sur le plan intérieur, ils se sont débarrassés de lui, il y a prêté la main, mais ils se sont débarrassés de lui, ils n'avaient plus besoin de lui. Ils avaient eu besoin de lui pour subvertir les institutions, ils le touchaient avec des pincettes. Mais il faut le dire, De Gaulle, il a eu plus de pouvoir qu'Herriot, c'est clair, mais au fond, il a eu juste un petit peu plus de pouvoir qu'Herriot. C'est-à-dire un Herriot qui était anti-allemand, mais qui a quand même eu tendance à capituler, et quand on y réfléchit bien, De Gaulle, Nolens, Bolins, il a quand même souscrit à cette alliance franco-allemande sur laquelle il n'a pas dit la vérité aux Français. Donc oui, il les a gênés, oui, ils l'ont détesté, oui, ils ont essayé de le faire dégommer par les généraux putschistes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il les a virés, il est parti de l'alliance de l'OTAN et il les a virés des bases, parce qu'il leur a fait payer le coup de 61, ça c'est clair. C'est beaucoup, c'est-à-dire qu'il a donné aux Français la satisfaction voilà, d'un discours plaisant. Moi, mon père, à chaque fois qu'il voyait De Gaulle... Pas tous les Français, hein. Il y en avait qui étaient scandalisés. Souviens-toi de Servan-Schreiber, les modernes de l'époque. Les modernes de l'époque, c'était le défi américain. La gauche ou la droite américaine. C'est scandaleux, De Gaulle, il est fou. Mais ça lui a donné l'assise, finalement, ça lui a reconstitué l'assise populaire qui avait été la sienne entre 1940 et 1944. Mais De Gaulle est un personnage ambigu. De Gaulle est quelqu'un, on le voit très bien d'ailleurs quand on connaît les sources 1940-1944 de Londres puis Alger, on voit très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que De Gaulle est un homme de droite, il appartient à la bourgeoisie, il a mis dans ses services, il a truffé ses services d'anciens cagoulards, il a pris des cagoulards qui sont tout simplement venus pour certains, je pense à De Wavrin, qui sera d'ailleurs embauché par la Banque Worms en 1953. Il y a des gens qui viennent, qui sont des synarques bontins,
et qui viennent orienter. C'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont le pouvoir dans les services. Le BCRA, c'est eux.